Avec donc Jérémy Leroy, comme je vous le disais, qui est le gérant fondateur d'Infini Initiative, qui va nous parler de la structuration d'un business, de son plan d'affaires, business plan, business model, business canvas. Jérémy Leroy qui nous rejoint tout de suite. Jérémy, bonjour. Bonjour à tous. Comment tu vas ? Ça va très bien, merci pour ton invitation. Merci d'avoir accepté. Alors, est-ce que, donc, je te présentais tout à l'heure, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi, ce que tu as fait, tes expériences passées, ce qui a fait que tu en es là aujourd'hui? Moi, j'ai une carrière en fait de gestionnaire de projet dans l'industrie et dans les projets de recherche. Et j'ai toujours eu une envie depuis assez jeune en fait d'entreprendre. Ce que j'ai pu enfin réaliser il y a quasiment 4 ans bientôt, dans le contexte où je me suis dit que je pourrais apporter quelque chose aux créateurs d'entreprises de par ma structuration de projet, les compétences que j'avais pu acquérir au sein de ma carrière en gestion de projet vers les industriels. Donc en fait, c'est un peu un mix de compétences disponibles que j'avais et également de passion qui font que je me suis lancé dans cette aventure. Tu es donc entrepreneur. Ouais. Une question que l'on posait à pas mal de nos entrepreneurs. Pour toi, la principale difficulté, ou plutôt la difficulté que tu as le plus rencontrée, par exemple? Tu commences par des questions un peu dures. Hein. Il faut bien, on rentre dans le vif du sujet. C'est vrai je pense qu'il y en a plusieurs et c'est un petit peu selon chaque profil. C'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est un challenge parce que par définition, quelles que soient les compétences qu'on a, et on peut peut-être même pas trop en avoir à la base, on peut avoir fait plusieurs boulots et sans travailler une expertise en particulier, on doit apprendre plein de nouveaux métiers, quoi. C'est vrai qu'il faut à la fois un peu de notions comptables, on le verra tout à l'heure dans ma présentation, il y a une notion dans le pilotage de l'entreprise de balance comptable entre ce qui rentre et ce qui sort, évidemment. Donc ça, c'est pas forcément inné. On va avoir un côté un petit peu, on est le meilleur commercial de son entreprise. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut apprendre parce qu'on n'a pas de vie d'entreprise sans business qui rentre. Donc c'est vrai que c'est une chose assez importante qui n'est pas innée non plus. Et puis, on a tout simplement l'organisation de l'entreprise. Il faut parfois embaucher, coordonner différents prestataires. Et ça va être des compétences de coordination qu'il faut également mettre en œuvre. Donc, c'est un petit peu les difficultés, moi, sur l'aspect technique, on va dire, du pilotage de l'entreprise que je mettrais un peu en avant. Et c'est un petit peu, je vais donner plus tard là, quelques repères, justement, pour bien préparer tout ça. Après, il y a un vrai challenge personnel. Je pense qu'il faut avoir c'est plus très difficile de se lancer, je trouve, quand on a, on va dire, une conviction que c'est ce qu'il faut, c'est le bon moment pour se lancer pour nous, et que ce que l'on va apporter, c'est une part de vision du futur que l'on a. Voilà. Exactement. Alors, pour toi, personnellement, quand tu t'es lancé, qu'est-ce qui t'a fait dire que c'était le moment? Des peurs précédentes que j'avais qui étaient levées, un peu ma connaissance d'un certain marché, puisque, comme je l'ai expliqué, on fait de l'accompagnement à l'entrepreneuriat, mais également toujours de la gestion de projet, ce qu'on appelle même de l'ingénierie système, donc des choses un peu plus techniques à destination des grosses entreprises ou des projets de recherche. Donc ce marché-là, une fois que je le connaissais, je me suis dit, c'est bon, j'ai un petit peu mon réseau, je peux me lancer, et c'est ça qui a fait que je me suis lancé vraiment avec une profonde envie et presque un sentiment que c'était vraiment le moment pour moi de me lancer. Il y a eu des petits signes quand même qui sont intéressants et c'est là que la vie, elle n'est pas toute faite, elle n'est pas toute préparée. Vous verrez que là, je vais vous donner des éléments de préparation, mais votre aventure entrepreneuriale, elle ne s'appelle pas aventure pour rien. C'est vous qui allez la vivre et il va y avoir plein d'imprévus. Là, on parlera de repères, mais en aucun cas de planification et on va dire, de voyance, quoi. On n'en est pas là. Mais j'ai eu des petits signes, moi, avant de me lancer, comme le fait que, tout simplement, en 3 mois de temps, j'ai eu 4 coups de fil de personnes différentes, de relations plus ou moins proches, qui m'ont appelé pour me dire « Jérémy, je sais que tu aimes bien l'entrepreneuriat.
Je sais que tu as un peu de connaissances dans l'innovation, tu aimes bien tout ce qui est innovant, tout ça. Je voudrais te parler d'un projet. Et est-ce que tu en ferais partie si on lance le truc? Donc c'est vrai que c'était marrant parce que c'était 4 coups de fil différents de différentes personnes qui me parlaient de ça. Donc à un moment, on se dit, c'est le moment. Hein. Les étoiles sont alignées. Tu vas donc nous parler de la structuration d'un plan d'affaires, de son business plan. Tu vas nous parler aussi du business model, une partie aussi importante dans l'élaboration d'une entreprise ou d'une structure diverse. Je te laisse la parole. Merci Nassim. Effectivement, je vous propose de parler un petit peu de points de repère. On ne va pas faire le tour des méthodes qui vous aideront dans l'entrepreneuriat, mais quelques points de repère pour votre réflexion stratégique. Et on commencera par une petite introduction sur les idées reçues que j'ai relevées dans l'entrepreneuriat qui sont intéressantes à lever. On rentrera dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'un business model? À quoi il sert? Comment vous pouvez prendre des repères grâce à ça? Et on ira un petit peu dans le détail des questions à se poser au travers de la méthode Canva, le business model Canva. Vous pourrez trouver également sur Internet sans difficulté. Ensuite, certains d'entre vous vont peut-être avoir besoin d'un financement pour démarrer votre activité. Il y a différents types de financement et à différents moments de la vie de l'entreprise ou du lancement de l'entreprise. Donc on ira un petit peu dans le détail de ça. Le premier justificatif de votre besoin est le business plan. Et là aussi, il y a des liens avec le business model, évidemment. On parle un petit peu de points de repère. Un business plan, c'est un prévisionnel de comment va se dérouler le chiffre d'affaires de votre entreprise. On verra que ce n'est qu'un prévisionnel, ça vous donne des repères également. Mais en aucun cas, c'est de la voyance. Hein. Si on a le temps, et je vous propose d'exprimer votre intérêt pour l'innovation ou comment faire de l'innovation facilement à partir d'une compétence simple, je vous propose d'exprimer dans les commentaires ou dans le chat votre intérêt pour un petit bonus sur l'innovation. On verra selon le timing si on peut aller sur ce sujet-là. Les idées reçues sur l'entrepreneuriat, alors il y en a une qui concerne vraiment les motivations, vos motivations. Si vous pensez troquer un manager contre une série de clients, je pense que vous allez vous rendre compte que c'est pas forcément un choix facile. Ça peut être un bon choix, mais pas forcément un choix facile. Alors l'idée de se dire que vous aurez, en étant entrepreneur, en étant aux commandes de votre entreprise, vous serez un peu plus tranquille parce que vous n'aurez pas de manager sur le dos, oui, mais vous aurez aussi des clients qui auront besoin d'être satisfaits. Donc attention à cette motivation, il faut que vous sachiez bien dans quoi vous allez. Voilà. Si vous êtes convaincu que votre idée marchera parce que dans votre organisation actuelle, votre entreprise actuelle, c'est évidemment ce qu'il faut. Donc typiquement, des erreurs, c'est une erreur d'ingénieur ou de quelqu'un qui va avoir une expertise, qui a de bonnes connaissances dans un domaine. Vous avez une idée, une bonne idée technique ou organisationnelle ou marketing, quelque chose qui n'existe pas, et vous êtes persuadé que du coup ça va marcher. Vous avez invoqué le pouvoir des dieux, j'ai envie de dire. Vous venez de créer une énorme brèche devant vous. Les dieux vous le rendent, ils ouvrent un énorme cratère ou une faille dans la terre. Et là, vous êtes déjà dans l'erreur. Faites attention à ça. Vous allez devoir contourner cette faille et trouver le chemin. Parce que, quelque part, l'idée ne suffit pas du tout à elle-même. Il va falloir que vous confirmiez l'utilité de l'idée au travers d'un marché, au travers de toute une stratégie d'entreprise. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais vraiment, faites attention à cette idée reçue que quand vous êtes dans le sûr, en fait, non, rien n'est fait. Il me faut absolument un business plan. Alors, on va en parler du business plan aujourd'hui. Et non, il ne faut pas absolument un business plan parce qu'encore une fois, il n'y a pas de bonne manière de prévoir l'entrepreneuriat. Tout ce que vous mettrez dans le business plan ou dans les différentes versions du business plan que vous allez avoir ne se réaliseront pas du tout. Ou en partie.
et l'objectif est évidemment de monter l'entreprise et que ce soit un business périn, mais toutes les étapes par lesquelles vous allez passer, il vous faut pouvoir piloter et donc avoir des points de repère grâce au business model et au business plan, mais en aucun cas il faut considérer que le business plan est rigide et que ce que vous allez réaliser doit se réaliser selon votre business plan. A contrario, pas du tout besoin de business plan. C'est aussi une idée qu'on peut entendre, hein, notamment sur YouTube. J'ai déjà vu des vidéos qui parlent du business plan en ce sens. Là, je pense que c'est également une grosse erreur, parce que ça amène tout de même un cadre et des points de repère. L'entrepreneuriat, c'est pas pour tout le monde. Moi, j'ai envie de dire deux choses. C'est idéologiquement, moi je trouve ça quand même très sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez autour de la table, mais pour moi, vous avez plus parlé de bien-être que moi je vais le faire. Mais c'est un levier de bien-être. Après, à chacun son aventure. Mais déjà, rien que pour ça, je pense que c'est, même sur l'idée simple de vendre sa compétence en freelance et d'être tout simplement extrait de l'organisation dans laquelle vous êtes actuellement employé, par exemple, pour vous mettre à votre compte, je pense que vous allez apprendre un peu mieux comment fonctionne l'entreprise, vous allez mieux comprendre votre client, justement, et avoir une interface plus saine avec. Vous pouvez être dépendant de ce client-là, mais effectivement, vous pouvez aussi, de par votre compétence, vous offrir le luxe d'avoir plusieurs clients à terme. Et donc, je pense qu'en ça, c'est très sain d'avoir cette ambition d'être entrepreneur. Et je rêve aussi d'un monde où on peut avoir peut-être un peu plus de produits locaux, par exemple. Donc ça, c'est un rêve qui est faisable. Je pense que ça va passer par l'entrepreneuriat. Après, c'est une conviction personnelle. Je vous laisse vous faire votre avis. Des leviers de réflexion stratégique, on va en parler grâce au business model. Qu'est-ce qu'un business model ? Ça va être tous les éléments en fait de votre entreprise et tous les éléments que vous allez devoir piloter, préparer dans la construction de votre entreprise afin de créer une valeur monétaire sur le marché, sur un marché. Et donc ça, ce sont des éléments de repère que vous devez acquérir pour devenir entrepreneur. On verra grâce à l'outil Canva que le centre du business model, ce que vous devez en permanence avoir en tête, c'est qu'est-ce que vous proposez comme valeur ajoutée sur un marché donné. Quelle est votre proposition de valeur pour votre clientèle ? Alors, comment vendre ? On s'articule sur la proposition de valeur. Finalement, on s'articule autour de trois notions. Comment vendre ? Comment gérer la relation client ? Comment gérer les canaux de distribution ? Comment vous vendez ? Quels sont vos clients ? Quelle est votre segmentation de clientèle ? Comment produire ? Quelles sont vos activités ? Qu'est-ce que vous faites en interne ? Qu'est-ce que vous externalisez ? Quelles sont les ressources dont vous avez absolument besoin dans le flux de production de votre entreprise, que ce soit un service ou un produit, pour réaliser votre prestation ? Et avec qui vous devez travailler, quels sont vos partenaires clés pour réussir et comment vous organisez votre partenariat surtout. Troisième notion qu'on a déjà abordée un peu précédemment, c'est comment équilibrer votre budget. En fait, tout simplement, entre ce qui sort et ce qui rentre, vous devez apporter un équilibre, incluant évidemment votre rémunération, que je vous souhaite la plus élevée possible. Alors on va rentrer... Le fameux, c'est bien ça. Comment ? Le fameux. Oui, le fameux Canva. Vous retrouvez au centre de ce business model Canva la production de valeur, donc c'est-à-dire votre offre. Donc vous devez encore une fois avoir en permanence en tête quand vous entreprenez et quand vous préparez votre projet, qu'est-ce que vous allez proposer et si c'est concret ou pas. Vous retrouvez à droite de votre écran les notions de comment vendre, la relation clientèle, la segmentation clientèle, les canaux de distribution, et sur la gauche, comment produire, les activités clés, les ressources clés, les partenariats clés. En dessous, et socle de toutes ces, et fondation finalement de toutes ces notions, la structure des coûts,
qui vient balancer avec les canaux ou la structure des sources de revenus. Si on commence par la proposition de valeur, dans chaque groupe, dans chaque case que vous voyez à l'écran, on va rentrer un petit peu dans les questions que vous devez vous poser. Quels sont les enjeux de ces questionnements et parfois on va voir quelques exemples ou quelques axes de réflexion pour répondre à ces questions. Quelle valeur ajoutée vous amenez à votre client? Est-ce que ce sont des solutions concrètes et est-ce que vous avez des solutions différentes à amener par type de clientèle? Donc ça, c'est important de se poser toutes ces questions-là et surtout en regard d'un besoin client. Donc pensez bien à écouter. Tout commercial doit d'abord bien écouter son client pour bien percevoir son besoin et répondre de manière pertinente aux besoins du client. Donc assurez-vous, quand vous construisez votre produit ou votre service, d'avoir bien perçu les besoins du client et de, quelque part, y répondre de manière concrète. L'enjeu de votre offre, il y a deux manières de construire votre offre. C'est soit vous répondez aux besoins d'un client, soit vous suscitez un intérêt. Donc soit c'est un besoin que personne n'a aujourd'hui, vous suscitez un nouvel intérêt pour un produit nouveau, un service nouveau, soit vous, quelque part, répondez à des problématiques existantes et pour lesquelles votre client va gagner du temps, à gérer moins de risques, ou tout simplement gagner de l'argent. Vous avez 6 axes de réflexion, donc comme on a un petit peu évoqué précédemment. Le clé en main, prenons l'exemple d'une agence publicitaire qui regrouperait les services précédemment séparés de faire un logo, faire une identité visuelle complète, réaliser un site internet, et voilà, par exemple, rien que ces 3 notions-là, vous avez des agences maintenant qui le font, qui font ces 3 services qui étaient précédemment séparés. Donc là, en l'occurrence, on parle d'un sujet, d'un service clé en main, où pour un seul interlocuteur, vous allez avoir effectivement tous ces services-là en même temps. C'est applicable à beaucoup de sujets, donc ça peut être une valeur que vous apportez à vos clients. Tout ce qui est design ou image de marque, donc le design c'est un objet design par exemple, donc là on parle vraiment d'une nouveauté et de tout, on est plus sur susciter l'intérêt de votre clientèle. L'image de marque, ça c'est typiquement donc des sujets un petit peu pointus pour que tout ce qui est autour de la publicité, de la communication. Vous pouvez vouloir diminuer le prix de ce qui est déjà existant sur le marché et vous apporter ainsi une plus-value financière à votre clientèle. Vous pouvez vouloir réduire le risque ou réduire les coûts de votre clientèle. La relation client, c'est tout simplement quel type de relation vous voulez mettre en œuvre avec votre clientèle et surtout laquelle il faut mettre en œuvre. L'enjeu, c'est de capter votre client et de le fidéliser. Donc, est-ce que vous partez sur une relation vraiment customisée, comme moi je peux le faire avec des clients dans l'industrie, où vraiment je vais passer du temps à répondre à leurs besoins précis chaque jour. Et là, on est dans de l'assistance quasiment personnelle, effectivement. Vous pouvez partir sur de l'assistance dédiée. Imaginons quand vous prenez un assureur, par exemple, que ce soit au niveau privé, personnel, on va dire, ou professionnel, vous allez avoir peut-être un interlocuteur privilégié, mais les services que l'assureur va vous fournir vont être traités dans différents services. Voilà, donc là, on a quelque chose d'un petit peu optimisé côté assurance, mais vous avez quand même un interlocuteur privilégié. Pas une personne à temps plein, mais un interlocuteur privilégié. Si vous prenez l'exemple de la restauration ou tout simplement de la documentation en ligne, on est là sur une relation clientèle de self-service.
et de services automatisés également pour la gestion Internet. Création de contenu par le client. On va parler par exemple de YouTube ou de Facebook, où finalement on a une part de la clientèle, qui n'est d'ailleurs peut-être pas toujours que client, qui va fournir d'elle-même un contenu, ou tout simplement tout ce qui est outils collaboratifs également va être outils collaboratifs en ligne. Seront des plateformes où le client qui paye pour avoir accès à cet outil collaboratif va également créer son contenu sur la plateforme. Donc ça, c'est pour la relation client, à ne pas négliger parce que finalement, ça va être la manière de réaliser votre prestation ou la manière de fournir votre produit, et ça va permettre de fidéliser. Quels canaux de distribution? Donc les canaux de distribution, pour revenir dessus, c'est vraiment la manière de vendre votre produit ou votre service. Comment atteindre les clients et quelles sont les habitudes de ces clients? Donc il faut s'adapter un petit peu au marché existant et la manière dont le client a l'habitude de recevoir ce service ou ce produit. Bon, les différents canaux sont les canaux directs, donc la vente directe ou la vente sur Internet, par exemple, ou les magasins pour la vente, les canaux indirects, des magasins ou de la grande distribution. Donc là, vous passez par des distributeurs, vous produisez, par exemple, un savon, vous allez passer par une grande surface, voire un distributeur encore avant, ou un magasin qui va vendre pour vous, mais ce n'est pas vous directement qui rencontrez le client ou qui vendez le produit. L'enjeu, ou plutôt ce qu'il faut avoir en tête pour définir la manière dont vous vendez votre produit, c'est vraiment les phases par lesquelles le client va passer. Le client, il a besoin de connaître votre produit, de savoir quelle est sa valeur par rapport aux autres produits existants actuellement sur le marché. Il va avoir besoin il va falloir solliciter son envie de l'acheter, lui fournir, lui vendre, lui livrer, et puis gérer éventuellement le SAV. Donc catégorisez bien vos distributions, vos canaux de distribution en ce sens. Les canaux de distribution, ça a un coût, donc ça a un impact vraiment sur la structure des coûts qu'on va voir plus tard. Et donc c'est important à définir. Segmentation clientèle. Qu'est-ce que c'est? Alors là, on attaque un petit peu dans le dur de tout ce qui est études de marché et des sujets pas forcément faciles. Une segmentation clientèle, c'est un groupe caractéristique de clients dans lesquels on peut reconnaître des habitudes d'achat ou des habitudes d'affinité, des affinités vers certains produits. Donc à vous de définir qui vous allez viser en premier, parce que vous démarrez votre activité. Vous ne pouvez pas vous adresser au monde entier, sauf sur certains marchés, on va le voir. Mais l'idée est quand même d'abord, avec le peu de moyens que vous aurez au début en démarrant, a priori, de cibler une première clientèle à laquelle vous allez devoir vous adresser. Ce qui va déterminer également vos canaux de distribution, éventuellement. Donc tout ça est impliqué. C'est là que vous voyez que le business model commence à être utile en termes de repères pour faire des choix entrepreneuriaux. Donc pour qui vous créez de la valeur et quelle est votre première clientèle? Elle peut être multiple. Donc l'enjeu, c'est d'identifier les groupes qui vont être réceptifs à votre produit ou à votre service. Plusieurs axes de réflexion pour répondre à cette question-là. Vous pouvez être sur un marché de masse. Là, pour le coup, on parle quand même, par exemple, du savon, qui est acheté par quasiment tout le monde, où là, vous allez vous adresser à la personne lambda, mais peut-être dans un premier temps, tout de même, dans ce marché de masse, vous allez peut-être cibler les gens qui aiment le bien-être, parce que votre savon, il va avoir une odeur particulière. Voilà, il faut quand même cibler dans le marché. Mais des exemples de marché, c'est ça, des marchés de masse, marché de niche. Donc là, on parle vraiment de quelque chose de très spécifique. Marché segmenté. Là, vous pouvez avoir, par exemple, plusieurs types de personnes qui sont réceptifs à votre produit.
Et donc là, il va falloir vous adresser aux deux. Ce sera peut-être des canaux de distribution d'ailleurs différents et des canaux de marketing également différents. Les marchés diversifiés et les marchés synergiques, des marchés très intéressants, on va dire conceptuellement parlant, mais c'est important de les identifier. Ils ne sont pas forcément évidents quand on débute à identifier. Un marché diversifié peut être, par exemple, Amazon, où c'est une entreprise qui, à la base, vend des biens en ligne et vous les livre avec une telle réactivité qu'Amazon a acquis une expertise vraiment reine aujourd'hui dans le monde sur la logistique. Du coup, ils peuvent maintenant faire du conseil en logistique. Ce n'est plus du tout le même marché, mais à partir de la même compétence, ils arrivent à s'adresser à différents clients. Donc là, c'est typiquement un marché diversifié. Et le marché synergique, c'est le fait que vous ayez besoin de plusieurs acteurs afin de vendre votre produit ou votre service. Typiquement, exemple tout bête, qui disparaît peut-être peu à peu, mais qui est toujours là, le journal. Vous avez besoin à la fois du tabac presse pour vendre votre journal, mais également du client final qui devra acheter ce journal dans la presse. Maintenant, on va passer à la façon de produire, ou plutôt les notions importantes à savoir pour produire votre service ou votre produit. Les activités clés. Donc, quelles sont les activités que vous devez absolument internaliser ou surveiller afin de produire ou de fournir plutôt votre produit ou votre offre? Il y a toujours un lien avec la relation client, on va dire le comment vendre. Par exemple, un boulanger qui souhaiterait commencer à livrer en ligne, faire une boutique en ligne et livrer sa marchandise, faire des produits, il va peut-être se rendre compte en faisant son étude de marché qu'il va falloir qu'il se renouvelle beaucoup en termes de produits, qu'il va falloir qu'il soit présent sur Internet. Et ça, peut-être qu'il n'en a pas la compétence à la base. Donc là, c'est de l'entrepreneuriat dans l'entrepreneuriat. Je prends l'exemple d'un nouveau projet d'un entrepreneur déjà en place. Eh bien, il va falloir dans ses activités clés, qu'il se rende compte qu'il a besoin de connaître un petit peu le business en ligne et le marketing en ligne. Donc ça, ce sont deux activités clés de son nouveau projet qu'il ne sait pas actuellement faire. D'où aussi l'importance de bien s'entourer dans un projet entrepreneurial. Quels sont les coûts de ces activités? Et donc des exemples, ça peut être la production, la logistique, tout ce qui est classique pour produire et fournir un produit pour le coup. La résolution de problèmes, ça peut être, c'est typiquement moi ce que je rencontre auprès des industriels. Je vais de manière journalière les aider à résoudre leurs problèmes, que ce soit en termes de management, que ce soit en termes de création de documentaires ou d'ingénierie. Les ressources clés, très important, pour reprendre l'exemple du boulanger, si vous avez un seul fournisseur de farine, vous allez être embêté le jour où ce fournisseur fait faillite peut-être ou est en rupture de stock. Donc vous devez absolument identifier la farine comme une ressource absolument clé de votre business. Donc ces ressources peuvent être matérielles, immatérielles, humaines ou financières tout simplement. Quels sont vos partenaires clés? À vous de les identifier. Surtout, souvent, ce sont les partenaires fournisseurs desquels vous devez éviter d'être dépendant ou lesquels vous pouvez communaliser avec des concurrents, par exemple. Pour faire des économies d'échelle à plusieurs, même si on fournit le même produit ou le même service, on va aller communaliser une commande chez un sous-traitant afin de finalement réduire ces coûts-là. On est tous concurrents, mais on va tous réduire nos coûts sur cet aspect-là. Ça peut être un scénario de partenariat clé que vous devez mettre en œuvre. Maintenant, la balance monétaire, finalement, de votre entreprise.
vous avez des coûts. L'enjeu est de savoir est-ce que vous avez, quels sont vos coûts majeurs, pardon, et lesquels sont fixes, lesquels sont variables, et surtout, est-ce que vous préférez avoir une vision où votre client va payer la qualité, auquel cas vous êtes capable peut-être d'augmenter un petit peu la qualité de vos produits d'entrée et faire une marge sur un produit à haute valeur ajoutée, ou est-ce que vous souhaitez plutôt partir sur une stratégie de diminution des coûts, de vos propres coûts, afin de baisser le coût de votre prestation également. Donc là, c'est vraiment deux angles, deux perspectives différentes, à vous d'identifier laquelle s'adapte le mieux à votre marché. Là, vous voyez également qu'il y a des liens directs entre votre segmentation clientèle et la structure des coûts de votre entreprise. Pour balancer ça, vous devez avoir évidemment des sources de revenus. Et pour ça, vous devez comprendre, connaître combien est prêt à mettre le client pour votre service ou votre produit, savoir comment vous voulez le vendre, quelle est la part de chaque clientèle dans votre source de revenus globale. C'est vraiment du pilotage financier, là. Et donc comment vous voulez le vendre? Ça peut être de la vente directe, encore une fois, de la location, du paiement à l'usage, à la minute par exemple, sur des services clients, de l'abonnement, du leasing, je ne l'ai pas écrit, de la commission sur chiffre d'affaires par exemple, de la publicité ou du licensing. Est-ce que vos rentrées sont fixes, variables? Est-ce que vous souhaitez mettre en œuvre des promotions? Et est-ce que vous adaptez vos prix à la saison et à l'offre et la demande, comme peuvent le faire les compagnies aériennes avec leurs billets d'avion? Donc là, normalement, vous devez bien me détester, parce que la slide était bien lourde. Et du coup, on va passer à des choses un petit peu plus légères. Ah bah oui. La recherche de financement. C'est léger. Merci. Ouais. Pardon. Mais vous avez peut-être, certains d'entre vous ont peut-être besoin d'un financement. Alors c'est important de savoir lequel vous pouvez aller chercher et à quel moment surtout. Donc le premier financement, c'est finalement l'apport personnel que vous pouvez avoir. Et là, il y a un financement qu'on connaît assez peu, qu'on a du mal, et ça c'est franco-français je pense, à aller chercher, c'est le financement de son entourage. Si vous y regardez bien, dans votre famille ou dans vos amis, vous pouvez avoir des gens qui croient vraiment en vous et qui ont vraiment envie de vous aider. N'hésitez pas à les solliciter, même si, encore une fois, culturellement, c'est pas quelque chose qui se fait ici. C'est beaucoup plus admis dans d'autres pays. Donc il ne faut pas être complexé par rapport à ça, parce que c'est le premier signe que quelqu'un croit en vous. Après, quand vous arrivez à la banque avec cette part de financement, c'est vrai que ça témoigne déjà, pour aller chercher plus de fonds, je veux dire, ça témoigne déjà un petit peu de votre motivation ou de la crédibilité de votre projet. C'est un peu ce qu'on appelle du love money, puisque c'est votre entourage qui va suffisamment croire dans votre projet pour aller financer votre projet. Un autre type de love money, c'est le crowdfunding. Finalement, ce n'est pas votre entourage, mais vous allez convaincre les gens sur le web que votre projet il est viable, qu'il est intéressant, vous allez les séduire parce que vous faites quelque chose de nouveau, ou un produit local par exemple, et que les gens ont envie de consommer local. Du coup, vous sollicitez les gens tout simplement sur le web avec plusieurs formules. Il y a soit le don simple, donc c'est une cagnotte participative, vous ne donnez rien en contrepartie, mais les gens croient dans votre projet et ils vont financer directement, ils vont vous faire un don tout simplement. Le don en contrepartie, parfaitement adapté par exemple à des produits cosmétiques. Si vous avez un beau visuel sur vos produits, vous pouvez tout simplement faire une campagne de com assommante sur les réseaux sociaux. Tout le monde vous voit, tout le monde peut cliquer et aller sur Ulule pour pas en faire la pub, ou KissKissBankBank pour BankBank, je crois pour les et il y a différentes plateformes de crowdfunding par spécialité. Il y a aussi des arnaques, faites très attention, renseignez-vous bien.
Mais allez voir ça, et vous pouvez avoir, en contrepartie d'un produit que vous allez envoyer, par exemple, un cosmétique que vous allez envoyer, eh bien, recevoir une somme d'argent un peu plus conséquente. Vous demandez un peu plus que ce que vaut vraiment le produit. Ça vous permet de lancer votre production. L'avantage de ça, c'est que vous testez votre segmentation clientèle, finalement, puisque en faisant une publicité sur les réseaux sociaux, vous allez pouvoir choisir à qui vous vous adressez, grâce à, par exemple, sur Facebook, tout un tas de, on va dire, de paramètres qui vont définir qui va voir, quel type de personnes vont voir votre publicité. Eh bien, ainsi, vous adressez directement à eux, et ils vont accéder à votre page de crowdfunding et vous financer. Mais tant que vous n'avez pas les 10 000 euros dont vous avez besoin, tant que vous n'avez pas les 300 préventes dont vous avez besoin pour lancer la production et être rentable, vous ne pouvez pas récupérer l'argent. Donc c'est un bon moyen de tester votre communication, votre capacité à communiquer sur le projet, et à vous lancer qu'une fois que vous avez l'ensemble de la somme nécessaire. Il y a des plateformes de crowdfunding qui font du prêt, tout simplement. Donc là, c'est au lieu d'emprunter à la banque, il y aura des intérêts, mais c'est des personnes lambda sur la toile qui vous prêtent de l'argent. Et puis, il y a une petite part du crowdfunding qui fait ce qu'on appelle du private equity. Là, ils prennent également, en plus de vous prêter de l'argent, des parts dans la société. Donc c'est un peu différent. Tout ce qui est prêt d'honneur et emprunt bancaire. Le prêt d'honneur concerne des besoins financiers qui vont aller à partir de 30, 40, 50 000 euros de base, jusqu'à par exemple 300 000 euros, ça peut aller jusque-là, voire plus. Et vous allez passer devant un jury, en fait. Il y a des structures telles que Initiative France ou Entreprendre, dans lesquelles vous allez passer en jury avec des chefs d'entreprise, des banquiers, des accompagnants à la création d'entreprise. Et finalement, vous allez tester votre projet au travers de ce jury. Et s'ils le valident, ils vont vous fournir un prêt d'honneur, par exemple de 10 000 euros, qui va faire foi d'apport personnel. C'est comme si vous aviez économisé vous-même l'argent aux yeux de la banque, qui souvent est intéressée également par votre projet puisqu'elle est autour de la table. Et vous allez aller chercher, du coup, si votre projet est dans les 50 000 euros, vous avez du coup 20% qui sont les standards d'apport personnel. Vous allez pouvoir apporter 10 000 euros d'apport personnel via ce prêt d'honneur et aller chercher les 40 000 suivants afin de financer l'ensemble de votre projet à 50 000 euros. Plus technique, on a tout ce qui va être subvention. C'est de plus en plus rare et c'est rarement totalement des subventions, on va dire des apports sur votre compte bancaire. Par contre, dans un second temps de votre entreprise, de la vie de votre entreprise, vous pouvez aller chercher des fonds d'investissement, les business angels ou les family offices et les corporate ventures. Ce sont des outils qui viennent dans un second temps de la vie de votre entreprise et dans le lancement de votre entreprise, puisque là, on a affaire quand même à des entreprises financières qui souhaitent vraiment de gros gains, ou pour les business angels, des individus mais qui vont investir dans votre projet, mais également avec des perspectives de gains derrière importantes. Donc les fonds d'investissement sont vraiment des sociétés pures financières, qui vont du coup pas trop intervenir dans la gestion de votre entreprise, mais ils mettent l'argent et ils espèrent des gros gains. Si ça marche pas, c'est pas grave non plus pour eux, ils ont l'habitude de prendre des risques. Mais si vous gagnez le billet, en gros, c'est parti, et vous ne serez pas trop embêté dans la gestion de votre entreprise. Les business angels vont être plus regardants, ils vous apportent de la compétence. Ils vont prendre également des parts, un peu moindres, mais ils vont regarder, ils vont s'impliquer dans votre projet. Et c'est aussi l'intérêt. Ce sont souvent des chefs d'entreprise qui sont déjà fortunés et qui vont du coup pouvoir vous aider dans votre projet d'entreprise. Les corporate ventures,
On les voit apparaître également en principe là. Non, mais bon, on les voit. Cette courbe, elle vous explique à quel moment vous pouvez aller chercher quel type de fonds. Donc plutôt en début de projet, du love money, aller chercher du crowdfunding, aller chercher tout ce qui va être prêt d'honneur, prêt bancaire. Et ensuite, une fois que vous avez éprouvé votre business model et que vous avancez dans votre projet, peut-être que du coup, vous pouvez aller voir des fonds d'investissement et lever, pourquoi pas des millions. Ça peut être des fois très très élevé. Donc pour revenir juste sur les corporate ventures que j'ai oublié sur la slide précédente, on parle de grandes sociétés. Par exemple, vous avez inventé un nouveau moyen d'isoler les maisons. Saint-Gobain, qui est connu pour faire de l'isolant, va s'intéresser à votre projet et va très bien comprendre qu'en mode start-up, vous allez aller beaucoup plus vite que eux à développer ce produit-là dans les services R&D. Donc, au lieu de mettre en place ce projet-là et de vous piquer l'idée, entre guillemets, ils vous filent l'argent qui vous permet de le développer. Effectivement, par contre, ils ont droit de regard après sur les ventes et le projet ne vous appartient pas complètement. Mais si l'aventure entrepreneuriale, en ce sens-là, vous intéresse et que vous ne voulez pas absolument être propriétaire de toute votre propriété intellectuelle là, et de toute l'innovation, ça peut être un très très bon moyen de lancer son projet. On a parlé finalement de la recherche de financement et de quel financement, à quel moment vous pouvez solliciter. Il va falloir montrer quel est votre besoin. Vous avez un besoin de financement, c'est pour faire quoi? Et vous avez besoin de combien? Et à quel moment? Donc le business plan est vraiment l'outil accompagné du budget prévisionnel qui vous permet de faire ça. Dans le business plan, vous retrouvez, et là on ne va pas rentrer dans le détail, mais vous retrouvez la présentation de l'offre, les marchés, l'étude de marché, la concurrence, tout ce qui va être plan de développement, à quel moment vous comptez faire quel chiffre d'affaires et selon quelles hypothèses, quelles sont les stratégies que vous mettez en œuvre et les partenariats stratégiques que vous souhaitez conclure, quels sont les risques de votre business, et ça c'est très important de les prendre en compte, parce que quand vous êtes devant un financier, lui il gère le risque, il va investir et il ne sait pas vraiment dans quoi. Donc il faut que vous le rassuriez absolument sur le fait que vous prenez en compte tous les risques liés à votre entreprise. Par exemple, le fait que ce que vous lancez sur le marché peut être vite repris par des concurrents, parce que tout simplement, ça ne sera pas brevetable et vous allez vite potentiellement vous faire doubler. Il faut être très réaliste sur ces hypothèses-là, et si vous prenez 1% d'un marché de plusieurs milliards, c'est quand même très bien d'un point de vue business, et on croira dans votre projet. Et c'est là que plus, par exemple, votre financier mettra de l'argent sur la table, et plus vous pourrez prendre ses parts de marché. Mais il faut être vraiment honnête et transparent sur les risques de votre business, et certains financiers, notamment les business angels, seront très présents pour vous aider à les construire. Quelle est l'équipe? N'entreprenez pas seul. Ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez, mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez avoir besoin de plusieurs compétences, et c'est souvent le cas. Si vous arrivez devant des business angels tout seul, il faut quand même être sacrément solide sur le panel de compétences que vous proposez au regard du projet que vous lancez. Quel est votre espace ou vos contraintes juridiques? Est-ce que vous avez des thématiques de propriété industrielle? Est-ce que vous avez besoin de vous protéger au travers d'un brevet, par exemple? Et puis, évidemment, les besoins en financement, ainsi que les documents financiers. Documents financiers, c'est le budget prévisionnel, ainsi que qui doit s'accompagner toujours d'un plan de trésorerie. Le budget prévisionnel, c'est 3 ans minimum de rentrée-sortie que vous exposez mensuellement en faisant du coup un plan de trésorerie qui va partir sur des hypothèses des parts de marché que vous souhaitez prendre, de la croissance du secteur sur lequel vous vous insérez, du retour sur investissement finalement, entre le moment où vous dépensez tout et vos dépenses mensuelles et le moment où vous allez rentabiliser, arriver à un point zéro. Et tout ça, ce sont des hypothèses. Vous devez clairement les expliquer dans le business plan et que ça soit accessible en termes de chiffres dans le budget prévisionnel.
Vous devez vous offrir un peu de marge de manœuvre, encore une fois, en prenant en compte les risques. Si tout votre budget est serré et que c'est sûr que c'est un peu ric-rac, vous êtes dans la mauvaise disposition pour que le projet fonctionne. Il vaut mieux avoir un peu de marge et en gros prévoir le pire en espérant le meilleur. Je pense que Benjamin qui me suit dans cet après-midi, après Vanessa, confirmera en tant que comptable le fait qu'il faut prendre plutôt de la marge dans sa gestion. Respecter les règles comptables. Il y a différents impôts, il y a différentes choses à payer quand vous montez une entreprise. Il ne suffit pas de regarder juste ce que vous dépensez chez vos fournisseurs et ce que vous récupérez en termes de chiffre d'affaires. Et voilà. Je vous dis bravo pour votre projet. Je vous encourage à le continuer, à bien poser les choses. Et encore une fois, ce que je vous ai exposé là, c'est vraiment des moyens d'anticiper un petit peu les problèmes qui peuvent arriver, de vous donner des repères de réflexion pour choisir votre stratégie entrepreneuriale. Merci beaucoup à toi, Jérémy. J'ai vu Thibaut et Stéphanie prendre pas mal de notes pendant ton intervention. Je pense que tu vas avoir à répondre à quelques questions déjà du panel. On commence un peu entre nous, ensuite on va répondre à vos questions. Chez vous, Stéphanie, honneur aux dames. Oui, alors c'est pas vraiment des réponses, mais c'est des choses qui résonnent. Moi, par exemple, tout ce côté en fait financier, prévision, etc., était quelque chose qui m'angoissait au plus haut point. J'avais été prof pendant 14 ans dans l'éducation nationale, donc rien à voir avec tous ces tableaux, ces chiffres, rien à voir avec l'entrepreneuriat. Enfin, j'y connaissais absolument rien. Ce que j'avais envie de dire, et d'après les notes que j'ai posées, c'est j'aimerais m'adresser à ceux à qui ça fait peur. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais de légèreté, etc. Pour moi, c'était tout sauf léger, tout ça. Et pourtant, ta présentation, elle est géniale parce qu'elle permet à des gens qui s'y connaissent pas du tout de percevoir où focaliser son attention. Donc, c'est hyper intéressant. Moi, j'ai juste envie de rassurer ceux qui se sentent perdus dans tous ces chiffres, ces comptes et ces prévisions. Vous peut-être vous inspirer à vous entourer tout simplement de personnes qui savent faire ce que vous ne savez pas vous faire et vous restez connecté à ce qui vous fait vibrer. Voilà, on en revient encore aux vibrations, mais il y a plusieurs manières d'entreprendre et il y a des manières très carrées. Et il y a aussi des gens qui se lancent un peu. Tout à l'heure, je voulais partager une citation qui était la mienne quand j'ai démissionné, c'est « Saute et le filet apparaîtra ». Et aujourd'hui, j'ai envie de me positionner comme filet avec tout un tas de personnes. On fait tous la même chose, c'est-à-dire que j'ai envie de proposer un filet pour les gens. Mais j'ai envie de vous rappeler aussi qu'on n'a pas besoin d'être carré sur tous les points et on n'a pas besoin de tout prévoir et de tout anticiper et qu'il faut savoir y aller aussi sans voir le bout du tunnel. Et Martin Luther King rappelait qu'il faut commencer à gravir la première marche sans avoir vu le haut de l'escalier. Donc, entourez-vous de personnes qui savent faire ça. Et vous restez connecté à ce qui vous fait vibrer. Voilà, c'est la première chose que j'avais envie de dire. Tu parlais de niche et de cible tout à l'heure. Moi, il y a peu de temps, alors, par exemple, sur mes différents projets, j'ai pas fonctionné de la même manière. J'ai fait un business plan pour mon projet, mon espace que j'ai créé. Et finalement, ça ne s'est pas avéré se passer de la manière dont j'avais envisagé, tu vois. Et puis, mes autres activités, je n'ai pas forcément fait de business plan très posé. Après, tous les éléments dont tu as parlé, bien sûr, ils sont dans ta tête à un moment donné, évidemment. Mais bon, tout ça pour proposer un peu plus d'élasticité autour de la manière dont vous développez vos activités. Et moi, il n'y a pas longtemps, on m'a parlé de client idéal. Et ça, j'ai trouvé ça chouette. Ça se rapproche un petit peu de ce dont... moi, je me rapproche, à savoir la loi de l'attraction. Donc, il y a une manière qui est de prévoir exactement ce qui va se passer, et puis il y a aussi une manière d'attirer ce qu'on veut à soi, et de se souvenir que nous sommes de l'énergie, et que tout ce que je vais vibrer va me permettre d'attirer ce que je veux à moi. Donc ça, pour moi, c'est primordial et hyper important. Donc, écrire sur son client idéal plusieurs pages, c'est imaginer qui sera la personne, alors on peut le faire pour 3 clients idéaux, mais qui sera la personne dans les moindres détails qui va s'intéresser à votre service ou qui va vouloir acheter votre produit ou votre offre, à savoir qui elle est, combien elle gagne, où est-ce qu'elle vit, quels sont ses centres d'intérêt, qu'est-ce qu'elle a comme problème, qu'est-ce qu'elle attend comme solution, etc. Ce que tu as évoqué tout à l'heure. Donc j'aime bien cette idée de client idéal. Et puis je voulais partager une citation
En anglais tout d'abord, et puis la traduire peut-être. Avec plaisir, on t'écoute. Et c'est une citation qui me marque depuis quelques mois et qui a fait basculer un petit peu aussi la couleur de mes activités. C'est « I don't chase, I attract. What belongs to me will come to me. It's that simple ». Donc je traduis, c'est j'arrête de courir après les choses. Tu vois, cette énergie que tu dégages quand tu veux, et quand tu t'accroches et qu'en fait ça ne vient pas. C'est peut-être quelque part l'énergie que tu dégages, cette énergie de tension, en fait, qui t'empêche de recevoir ce que tu pourrais recevoir si tu lâchais prise. Et donc c'est l'idée d'attirer à soi plutôt que de pourchasser, et que ce qui vous appartient viendra à vous quoi qu'il arrive. C'est aussi simple que ça.